Bienvenue dans le débat de France 24. Voilà 400 jours qu'il attendait cela. Comme il l'a dit et répété hier, Carlos Ghosn avait hâte de s'exprimer, lui qui n'avait plus pris la parole en public depuis fin 2018 et sa fracassante arrestation au Japon. Désormais libre depuis son évasion non moins spectaculaire vers le Liban, le voilà qui enchaîne les déclarations pour, dit-il, se défendre, rétablir son honneur terni par un an de procédure et de révélations jusque-là exclusivement à charge. Ses revenus, son patrimoine, son style de vie étalé dans la presse. L'homme qui cultivait jusque-là avec un soin jaloux le secret de sa vie privée se retrouve obligé de contre-attaquer. Après sa conférence de presse hier, il accorde aujourd'hui un entretien à France 24. Durant près d'un quart d'heure, il vient de répondre aux questions de Marc Perelman. Je vous propose de l'écouter dans un instant. Nous en débattrons ensuite avec mes invités. Ici même, à mes côtés, l'un des avocats de Carlos Ghosn, maître Jean-Yves Le Borgne. Bonjour. Bonsoir. Avec aussi le président du Cercle des économistes arabes, Samir Haïd. Vous avez bien connu Carlos Ghosn. Également le fondateur et président non exécutif de la société de conseil et d'analyse financière Proxinvest, Pierre-Henri Leroy, et puis avec le spécialiste de l'Asie du Nord et du Japon, notamment chez Asia Centre, Jean-Yves Collin. Bonsoir. Voilà, mais sans plus tarder, voici donc l'entretien de Carlos Ghosn sur France 24. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Beyrouth. Notre invité aujourd'hui est Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault, Nissan, Mitsubishi. Merci d'accueillir France 24. Monsieur Ghosn, vous êtes à Beyrouth après votre fuite rocambolesque du Japon. Vous avez été ce jeudi convoqué au parquet suite à la notice rouge d'Interpol qui avait été décidée suite à la demande du Japon en raison de votre fuite. Et une décision a été prise, votre interdiction de sortir du territoire libanais. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous inquiète? Pas du tout. Mes avocats m'avaient déjà expliqué que dans tous les cas, c'était une démarche tout à fait normale. Dès que vous recevez une notice comme celle d'Interpol à la demande du gouvernement japonais, la première chose qui est faite, c'est que, bon, on vous interroge sur cette notice, et puis il y a une démarche, une enquête qui est faite, et tout le temps qu'il y a l'enquête, on vous retire votre passeport. Je m'attendais à cela, donc ce n'était pas une surprise. Donc vous avez rendu le passeport français Évidemment. Avec lequel vous êtes arrivé ici. Exactement, j'ai rendu le passeport français avec lequel j'étais arrivé. Et vous n'êtes pas inquiet que le dossier japonais soit transmis ici et que... Pas du tout, au contraire. Moi, ce que je voulais, c'est au contraire, je cherche la justice. Hein. Si j'ai quitté le Japon, c'est parce que j'estimais que défendre mon dossier au Japon était impossible. Que j'avais devant moi, c'est ce que je pense, beaucoup de mauvaise foi et un déni de justice qui était flagrant. Le fait que je me retrouve dans un pays dans lequel le dossier sera transmis par les autorités japonaises... Vous pensez qu'elles le feront? Que les défenses... Pardon? Vous pensez qu'elles le feront? J'espère, puisque ça c'est l'objectif de la notice rouge, c'est-à-dire que vous soyez immobilisé dans le pays où vous êtes et que vous expliquiez sur les accusations dont vous faites l'objet. Donc moi je ne cherche que ça, c'est à m'expliquer, mais à condition d'être dans un système où les droits de la défense sont respectés. Pourquoi est-ce que vous avez fui? Vous avez dit dans votre conférence de presse qu'à un moment, vous pensiez que vous alliez mourir au Japon. Oui. Écoutez, quand vous êtes soumis déjà à un taux de culpabilité, de condamnation de 99,4%, déjà, vous partez avec 0,6% de probabilité de gain, c'est déjà pas beaucoup. Mais je peux vous dire qu'au bout de 14 mois d'interaction avec la justice japonaise, moi je me demandais vraiment qui étaient les 0,6% qui ont réussi à échapper à un système dans lequel le déni de justice et le déni de la défense est évident. Donc moi je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas 99,4% le véritable chiffre, c'est 100%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les procureurs se mettent en tête que vous étiez coupable, vous avez beaucoup de difficultés à sortir de l'étau. Mais il y a beaucoup de raisons pour cela. Hein. Ce n'est pas une impression, c'est basé sur des tas de faits, sur des tas de comportements, sur des tas de positions, sur des tas de demandes que mes avocats ont fait vis-à-vis de la justice, qui ont systématiquement été rejetées, sur le comportement des procureurs qui ont violé au moins 10 lois japonaises. C'est dans le document qui a été remis par mes avocats au juge, en demandant effectivement
l'élimination du procès, compte tenu de la façon dont les procureurs étaient en train de se comporter. Enfin, il y a beaucoup de raisons derrière ça. Mais est-ce que une des raisons n'est pas que vous voyez aussi que vous alliez peut-être être condamné? Écoutez, si vous ne pouvez pas vous défendre, vous allez être condamné, dans tous les cas. Oui, peut-être parce que les faits étaient graves et que vous avez peut-être... Oui, et peut-être aussi c'est une autre interprétation, c'est que vous avez des gens qui ont envie que vous ne vous en sortiez pas et qui montrent... Vous savez, si vous étiez en Corée du Nord ou si vous êtes en Chine ou si vous étiez dans la Russie soviétique, oui, donc on peut très bien... C'est comparable? Ah, tout à fait. Ah d'accord. Dès qu'il y a un déni de justice, c'est comparable. Les dénis de justice, il n'y a pas des dénis de justice que vous pouvez qualifier d'une manière ou d'une autre. Quand il y a un déni de justice, c'est un déni de justice. Vous avez parlé pas seulement de déni de justice, vous avez parlé de complot politique entre les procureurs. Le complot est à la base, et puis après il y a le déni de justice derrière. Oui. Même s'il y avait un complot, si je pensais que je pouvais me défendre au Japon, le Japon aurait été le meilleur endroit pour affronter les gens qui ont monté cette affaire. Cependant, à partir du moment où mes propres défenseurs me disent « nous allons tout faire de façon à ce que vous ayez un procès équitable », ce n'est pas du tout garanti. Deuxièmement, j'étais liberté sous caution avec un montant qui était demandé, qui est record au Japon. On m'interdit de voir ma femme pendant 9 mois. Au départ, on m'avait dit, bon, c'est pas grave, au bout de 2 mois, ça va s'alléger. Parce qu'à partir du moment où vous vous comportez bien, il y aura un allègement. Il n'y a pas eu d'allègement. Toutes les autres conditions, toutes les autres contraintes, rien n'a été allégé. Il n'y avait absolument pas de date pour le procès. Au bout de 14 mois, vous n'avez toujours pas de date pour le procès. Et on vous dit, ah, mais attention, les charges, elles ne vont pas être traitées en même temps, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs procès. Là, au bout d'un moment, vous vous dites, mais attendez, quel simulacre de justice. En plus, vous n'êtes pas dans votre pays, et les gens le savent très bien. Hein. Vous vivez loin de votre famille, loin de vos amis, loin de vos communautés. Donc vous allez craquer. Non, c'était ça la stratégie. Pardon ? La stratégie, c'était de vous faire craquer. Oui, ça paraît évident. Complot politique quand même, je vais y revenir, parce que vous avez dit Nissan, les procureurs et une partie des autorités japonaises. Vous avez dit que ça ne concerne pas le Premier ministre Shinzo Abe, mais jusqu'à quel degré est-ce que c'est le gouvernement japonais qui était derrière ça? Parce que vous dites qu'il y a 3 parties, mais est-ce que c'est le gouvernement japonais qui a utilisé Nissan, qui a utilisé les procureurs pour vous abattre? Oui. Moi, j'ai expliqué hier que je n'allais pas m'étendre là-dessus pour une raison très simple. Non, je ne vous demande pas des détails, mais je vous demande si ça vient d'eux. Attendez, vous me demandez plus que des détails. Hein. Vous êtes en train de me dire si j'implique directement le gouvernement japonais dans ça. Je vous ai dit, je ne souhaite pas m'étendre là-dessus pour une raison très simple, c'est que j'ai bien compris que le Liban est déjà dans une situation difficile économique, donc je ne voulais pas rajouter aux soucis du gouvernement libanais et du peuple libanais en créant des tensions supplémentaires avec le Japon. Donc j'allais dire très bien, donc je vais parler de Japon et je vais parler de Nissan et des procureurs, mais j'allais éviter de parler du gouvernement japonais. Cependant, vous savez bien qu'il y a des tas d'articles qui sont en train de sortir, impliquant différentes personnes, et moi je fais confiance à la presse pour aller enquêter sur le degré d'implication des différentes personnes dans le gouvernement japonais. Donc si la presse met autant de zèle sur ce sujet qu'elle a mis sur d'autres sujets, je fais confiance que finalement la vérité apparaîtra. Le Japon a évidemment réagi très vivement à votre conférence de presse en disant que c'était absolument inadmissible et qu'il prendrait toutes les mesures possibles pour que la justice passe. Est-ce que vous craignez que le Japon prenne en effet toutes les mesures possibles, ou est-ce que vous vous dites bon, ils sont obligés de réagir comme ça parce que je les ai humiliés? Il y a eu plusieurs déclarations du Japon. Il y a le Premier ministre japonais, M. Abe, qui a dit cette affaire n'a pas de sens, elle aurait dû être réglée dans le conseil d'administration de Nissan. Il a fait sa déclaration hier. J'estime une déclaration de bon sens. C'est une affaire qui n'aurait jamais dû passer le conseil d'administration de Nissan. Une explication au niveau du conseil d'administration, on a des doutes sur ceci, on a des doutes sur cela, on s'explique et finalement on tire les conclusions. Ça a été balancé directement au niveau de la justice et je vous rappelle que j'ai été arrêté pour non-déclaration de revenus qui n'ont été ni décidés ni payés. Ça c'est le motif de l'arrestation, il n'y en avait pas d'autre. Hein. Non-déclaration de revenus, pas payés,
Alors, au départ, les gens ont dit « Ah, c'est une affaire fiscale, il n'a pas payé de taxes, il a touché de l'argent, il n'a pas fait… » Tout ça, au bout d'un certain moment, les gens, quand ils sont aperçus que ce n'était pas le cas, ils sont sidérés de savoir « ça, c'est un motif d'arrestation ». Nous consultons le professeur Tanaka, je l'ai dit hier, qui est une référence au Japon en matière de loi des entreprises, des lois des entreprises, et après avoir étudié le dossier, parce qu'au départ, on pouvait poser la question, dans l'absolu, les gens ne se prononcent pas. À partir du moment où on leur remet le dossier, puisque maintenant on a le dossier, au bout d'un an, on a quand même le dossier, on a remis tout le dossier, c'est-à-dire toutes les preuves apportées par les procureurs, ainsi que nos défenses, il dit, c'est une honte que le Japon ait arrêté Carlos Ghosn pour cela. Qu'il a dit. Il va écrire un mémo là-dessus à la demande de mes avocats. Donc finalement, je dis, bon, très bien, attendez, vous arrêtez quelqu'un, non pas pour dissimulation de revenus, non pas pour dissimulation fiscale, vous arrêtez quelqu'un parce que vous pensez qu'il aurait dû déclarer un montant qui ne lui a pas été payé, qui n'a pas été décidé, c'est-à-dire pas passé au conseil d'administration. C'est un peu gros quand même. Hein. Et on vous laisse en prison pendant 30 jours, pour enquêter là-dessus, et puis après, à la va-vite, on amène des charges supplémentaires. Donc, je dirais, la personne la plus défavorable se pose des questions quand même sur ce genre de démarche. Moi, je m'en pose dans tous les cas, puisque j'ai vu de l'intérieur ce qui est en train de se passer, puis surtout l'acharnement des procureurs pendant mon interrogation. Là, je ne vous raconte pas de salade, puisque c'est enregistré. Vous avez toutes les tapes. Hein. Alors, je ne sais pas si les journalistes ont droit à regarder les enregistrements, mais les avocats ont droit. Dans lesquels, mais tout le temps, après mon arrestation, ils me disent « Monsieur Ghosn, vous pourriez bien de confesser, parce que si vous ne confessez pas, on va continuer à enquêter, mais on va trouver des choses sur vous. Et si on ne trouve pas des choses sur vous, on va trouver des choses sur votre famille. Vous êtes en train d'exposer votre épouse, d'exposer vos enfants, etc. » Mais la menace était directe tout le temps. En France, il y a des enquêtes en cours. Vous êtes prêt à répondre à toutes les questions? Mais attendez, monsieur, moi j'ai demandé à répondre. Le fameux rapport RNBV, on dit il y a des dépenses inexpliquées. 11 millions. Inexpliquées. Très bien, parfait. Est-ce que quelqu'un est venu me voir pour me demander des explications? Donc vous êtes prêt à répondre? Attendez, monsieur, mais je cherche que ça. D'accord. Mais je suis même surpris qu'on sorte dans la presse pour parler de soi-disant dépenses inexpliquées avant qu'on vienne m'en parler. Je suis quand même très surpris. D'ailleurs, quand vous regardez les audits, sur la base d'un rapport intérimaire d'audit, il n'était pas terminé, puisque Mazars a quand même eu l'honnêteté, ils sont obligés de le dire, qu'ils ont remis un rapport intérimaire avant d'avoir terminé l'audit au conseil d'administration de Renault. Et c'est à partir de ce moment-là, j'en dis, ah oui, donc il y a 11 millions d'euros, etc., avant que le rapport ne soit terminé. Alors, il y a un rapport pas terminé. Normalement, dans un rapport d'audit, il y a débat contradictoire. Vous allez voir les gens pour leur demander leur avis, puis vous confronter. Il n'y a pas eu de débat contradictoire. Et on se précipite pour dire, ah, il y a 11 millions d'euros inexpliqués, et tout le monde parle là-dessus. Je pensais que la France était un pays dans lequel la présomption d'innocence, et j'en suis fier d'ailleurs, était prévalente. Mais là où je suis surpris, c'est qu'on se prévaut de la présomption d'innocence en faisant un clin d'œil en disant il est coupable. Dernière question, Carlos Ghosn. Au-delà de toutes les explications sur le fait que Nissan ait pu accepter certaines choses, certaines dépenses, il y a aussi une question morale peut-être qui se pose, que beaucoup de gens se posent, qui anime beaucoup de mouvements de protestation à travers le monde, ici même au Liban, à Beyrouth, à savoir que les élites, dont vous faites partie, dont je faisais partie, peut-être que vous en faites toujours partie, vivent de façon complètement déconnectée, avec un faste. Évidemment, on a parlé de ces fêtes à Versailles. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y ait cette colère, et est-ce que vous regrettez quand même parfois de vivre dans un monde presque parallèle? Non, c'est vrai que je regrette, si vous voulez. Quelque part, moi, nous étions des sponsors de Versailles. Pourquoi nous sommes sponsors je parle Renault. Pourquoi on a des Versailles? Parce que les gens responsables de Versailles cherchaient des sous. Pourquoi? Parce que Versailles n'est pas maintenu. L'entretien de Versailles coûte beaucoup d'argent, évidemment, et le gouvernement ne paye pas ce qui est nécessaire pour Versailles. Donc ils vont chercher des entreprises. Pour chercher des entreprises, ils essaient de faire valoir Versailles. Nous en faisons partie, nous avons dit, ah, Versailles c'est un symbole. Bon. C'est pas le symbole, c'est pas Louis XIV et Marie-Antoinette. Hein. Versailles, c'est l'endroit qui est le plus visité en France par les étrangers. C'est un symbole du rayonnement de la France. C'est un symbole du génie français. C'est un symbole de l'esthétique française, etc. Et donc on s'est dit, bon, il vaut mieux aider Versailles et peut-être
en aidant Versailles, quelque part, utiliser l'image de Versailles pour projeter l'image de Renault, d'une entreprise française qui a du génie, d'une entreprise française qui est une entreprise qui va rayonner dans le monde. Bon. Je dirais, donc, la promotion de Versailles, c'est devenu, ah bon, mais, vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'on ait fait les 15 ans de l'Alliance à Versailles, maintenant ça m'est reproché, je l'aurais fait au Japon, j'aurais fait les 15 ans on m'aurait reproché, pourquoi vous ne le faites pas en France, je l'aurais fait au Japon. Je l'aurais fait à Amsterdam, on m'a dit la même chose. Donc, si vous voulez, quelque part, on se dit, finalement, vous ne pouvez plus prendre des initiatives un peu originales, parce que vous avez toujours peur de sortir de ce qui est attendu. Mais les stratégies, et les stratégies gagnantes, ce sont toujours des stratégies qui sortent de l'ordinaire. Mais aujourd'hui, oui. Il y a peut-être des choses qui deviennent inacceptables. Vous avez raison. Aujourd'hui, le fast, on se dit, c'est de l'argent jeté, alors que voilà. Mais vous avez raison. Alors qu'il y en a qui ont du mal à. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Je pense que Renault a eu tort de payer des millions d'euros à Versailles. Vous avez raison. Mais qui aurait payé à notre place? Qui aurait payé à notre place? Non, vous avez raison. Renault a eu tort de payer de l'argent à des universités. On va arrêter de payer. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous allez empêcher les entreprises vont avoir peur d'aider les institutions. Mais qui c'est qui va subir les conséquences, à votre avis? Les entreprises vont garder leur pognon au lieu d'aider des entités qui sont d'éducation, des symboles du pays. Où finalement, les gens auront tellement peur d'investir en France qu'ils auront fait les événements ailleurs. Moi, j'aurais fait cet événement au Japon, peut-être qu'il ne se serait rien passé. C'est tout. Non, mais il faut voir les conséquences. Ce n'est pas une affaire de « ah, il se prend pour Louis XIV » ou « elle se prend ». C'est même pas ça. C'est de dire finalement, nous, on a utilisé Versailles comme étant un symbole. Moi, j'ai invité essentiellement les étrangers à Versailles, parce que pour eux, ils sont tous venus, parce que c'était Versailles. Carlos Ghosn, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien depuis Beyrouth. Voilà l'entretien que Carlos Ghosn a donc accordé à Marc Perelman pour France 24. Maître Jean-Yves Leborgne, vous êtes l'avocat de Carlos Ghosn. En entendant depuis hier Carlos Ghosn finalement assumer, parfois de manière même un peu provocante, ce que certains lui reprochent, ce que lui a reproché la justice japonaise et ce que un certain nombre de personnes ici, Marc Perelman l'évoquait d'ailleurs, peuvent voir de manière avec un certain inconfort, on va dire. Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne stratégie pour Carlos Ghosn ? Je crois qu'il n'y a pas une multitude de stratégies. Il y a effectivement les reproches qui lui sont faits et les réponses qu'il peut y apporter. Quand il explique qu'au Japon, il a été détenu 30 jours pour l'inculpation fondée sur la non-déclaration de sommes qu'il aurait reçues lorsqu'il aurait pris sa retraite et qu'en réalité, il n'a donc jamais reçu, c'est vrai. Et quand en France on entend ces choses-là, on se dit « Ah, il a reçu des fonds importants, il a dissimulé des revenus. » Non, d'abord, les revenus, il les a pas touchés, et ensuite, il n'avait pas à les déclarer. Alors, on peut penser même, à la rigueur, que concédons une erreur comptable. Mais où est la dissimulation? Où est la malhonnêteté? Et puis, que penser du fait qu'alors qu'on l'arrête sur ce seul fondement qui est extraordinairement léger et qui, je le répète, c'est très important, en droit français, ne pourrait pas faire l'objet d'une incrimination. On parle de 2 des 4 mises en examen, il y en a 2 autres. Oui, mais attendez, Japon, j'y viens. C'est-à-dire qu'on le détient pendant 30 jours, et puis au bout du moment où on se trouve un petit peu, j'allais dire, au bout du rouleau des causes de la détention, il faut trouver autre chose. Alors on va trouver la garantie que Nissan a apportée pendant un temps très bref, sans que ça lui coûte un centime. Abus de confiance aggravé. Oui, alors l'abus de confiance aggravé, ça vient de quoi? Pour avoir tenté de faire couvrir par Nissan des pertes sur des investissements personnels. Oui, mais ceci a été une décision de couverture de Nissan qui n'a jamais été mise en œuvre et il n'y a jamais eu un centime qui ait été perdu par Nissan. Et bien autre chose. Reste cette garantie d'avoir aussi utilisé à ses bénéfices des transferts d'argent de Nissan vers un distributeur de véhicules à Oman. Oui, mais attendez. Vous présentez ça, des transferts d'argent à son bénéfice. Nissan a versé... Donc on parle de rétrocommission. Laissez-moi finir. Nissan a versé des commissions à des distributeurs Nissan au Moyen-Orient, qui sont fonction
de résultats de ces distributeurs, qui ont fait l'objet de la signature d'un nombre, je ne sais pas lequel, mais important. Il le montrait dans sa conférence de presse en montrant les documents avec les signatures des diverses personnes, et qui ont été contrôlés donc par avance, contrôlés après coup par les services comptables, par l'audit, par les commissaires aux comptes. Et vous me dites que tous ces gens-là n'auraient vu que du feu à l'idée que ces commissions auraient été sans fondement. C'est une absurdité. La pyramide de direction et donc de responsabilité au sein de l'alliance Renault-Nissan ne faisait-elle pas que finalement tout le monde agissait aux ordres de Carlos Ghosn? Alors là, vous montez un roman, c'est-à-dire que... C'est une question. Non, mais c'est une question qui repose sur une hypothèse romanesque. Vous avez un dictateur à la tête d'une multinationale et un certain nombre d'imbéciles, d'après votre hypothèse, qui signent n'importe quoi sans vérifier quoi que ce soit. Est-ce vraiment crédible? Vous trouvez que oui? Absolument. Alors, vous avez cette idée de l'encadrement. Pierre-Henri Leroy, on vous écoute. Non, mais honnêtement, c'est une situation pour laquelle, effectivement, c'est du roman. On est dans une situation dans laquelle la justice japonaise a organisé de façon très sérieuse le coffrage d'un patron de gang qui disposait de moyens considérables. Son évasion prouve d'ailleurs que cet homme disposait de moyens considérables. Selon le FT, c'est des sommes en millions. Voilà. Bon. Ça, on n'en sait rien. Oui, enfin, ça coûte tout de même assez cher de faire des évasions de cette nature. La réalité, c'est qu'effectivement, la brutalité de la justice japonaise dans cette affaire a surpris tout le monde. Même moi, tout le monde, évidemment. Quant à ce que vous venez de dire, maître, il y a tout de même, vous parlez d'incrimination, il se trouve que la dissimulation de rémunération en France, je suis désolé, elle est parfaitement illégale, elle est délictuelle. Oui, mais quand bien même il s'agit de revenus différés. Une rémunération virtuelle. Voilà. Non, mais Carlos quand elle est Ghosn dissimulée, elle a été dissimulée pendant 5 ans. Pour qu'on comprenne bien, Carlos Ghosn parle, c'est son axe de défense, Carlos Ghosn parle de revenus ni payés ni décidés, il s'agissait en l'occurrence de revenus décidés à lui être payés à sa retraite. Ils étaient provisionnés. Les comptes d'une société sont faits par son directeur général, par M. Ghosn et par son conseil. A priori, si le conseil est informé, évidemment. Bon. En l'occurrence, le directeur général n'était pas M. Ghosn, il était M. Saikawa. Oui. Il se trouve que il accuse aujourd'hui j'ai participé à une émission de télévision au Japon, où des documents m'ont été présentés, qui étaient des documents qui venaient ou de Nissan, ou du procureur de Tokyo. Ces documents étaient des projets de contrat sur la rémunération différée de M. Ghosn, qui étaient préparés par les services juridiques de Nissan, présentés par M. Saikawa sous sa signature à M. Ghosn, qui, dans le document que j'ai vu, a fait des annotations manuscrites de forme et de fond. Et donc, c'était un processus normal au sein de l'entreprise. Validé. Il y a eu une concertation au sein de l'entreprise. Le document que j'ai vu était un document manifestement préparé par l'entreprise et présenté à M. Ghosn. Le point qui me semble, disons... Pardonnez-moi, mais pour qu'on comprenne bien, vous dites en gros, il n'a pas extorqué ses sommes à l'entreprise. Exactement, c'est ce que je dis. Et le point qui me semble pas clair dans cette affaire, c'est de savoir si ces documents contractuels ont été finalisés, et si une fois qu'ils ont été finalisés, ils ont été validés par le conseil d'administration et ou l'Assemblée générale de Nissan. Je n'en sais rien. À ce moment-là, se pose, comme ça a été dit par Maître Le Borgne, un problème qui n'est pas un problème de fraude fiscale, contrairement à ce qui est souvent répété en France, où on parle de rémunération de minoration de revenus. C'est pas de minoration de revenus. Pas de revenus déclarés. Non, c'est un problème de respect de la réglementation relative à la transparence des marchés financiers. Voilà, et c'est ainsi d'ailleurs comme tel... Non, mais déclaré non pas au fisc, mais aux autorités de tutelle. Et c'est ainsi qu'il a été d'ailleurs examiné d'une part par la Securities and Exchange Commission à New York, parce qu'il se trouve que Nissan a aussi des intérêts aux États-Unis et que donc la SEC s'en emparait. Et j'attire votre attention sur un point, c'est que la sanction de la SEC sur ce problème... Securities and Exchange Commission, l'équivalent de la commission des opérations de l'AMF pour Nissan, d'$1 million pour M. Ghosn et je crois de $500 000 pour M. Kelly. Et que au Japon, la FSC, qui est le régulateur des marchés financiers, a imposé une pénalité de 10 millions à Nissan, pas à M. Ghosn. Vous voyez qu'aux États-Unis, on considère, si j'ose dire, que Nissan est 15 fois plus coupable que M. Ghosn, que c'est un problème d'entreprise. L'amende était plus faible au Japon qu'aux États-Unis. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que l'amende était 15 fois plus élevée et
pour Nissan qu'elle l'était pour M. Ghosn. Elle l'était pour M. Ghosn. C'était un problème de Nissan, de l'entreprise. Nissan, après, il y a le problème juridique pénal au Japon qui me surprend effectivement beaucoup. Juste un petit rappel. On va laisser Samir Aïta. Parce que c'est pas pour les présents ici, c'est pour nos auditeurs qui nous regardent. Téléspectateurs en l'occurrence. Téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est que, je répète, soyons basiques de temps en temps parce que ce sont des questions compliquées. Les sommes dont nous parlons n'ont jamais été perçues par Carlos Ghosn. Elles sont quand même évaluées par la justice japonaise. Vous contestez aussi l'évaluation, 74 millions d'euros ? Mais peu importe la somme. Il s'agit d'une somme qu'il n'a pas reçue. Qu'il aurait reçue. Qu'il aurait au moment de son peut-être départ. reçue. Généralement, ces contrats sont d'ailleurs conditionnés. Sont conditionnés à une présence, du cadre ou du président à l'entreprise au moment de son départ en retraite. Et à une clause de non-concurrence. Samir Aïta, on ne signe pas. ça vous choque de voir Carlos Ghosn se dire lui-même promis à une mort à terme, en tout cas une condamnation certaine pour des revenus qu'il n'a ni perçus et qui n'auraient même pas été décidés, ce sont ces termes. Je ne veux pas me mêler de la discussion juridique, mais je suis plus sensible à ce que dit mon collègue sur le fait que quand on est responsable d'une société, je dirais la confusion du genre entre l'argent personnel et l'argent de la société, c'est la société qui, in fine, est la responsable. Mais je voulais aller un peu au-delà. Moi, ce qui m'a choqué dans le discours de Carlos, c'est... Vous dites Carlos parce que vous l'avez bien connu, dites-nous quand même dans quelles circonstances. On était dans la même promo à Polytechnique, comme d'autres qui ont fait l'alliance Renault-Nissan. Ce qui m'a choqué, c'est qu'à 2 reprises dans son discours, en parlant de Nissan et en parlant de Renault, il dit « on ». On ne va pas financer Versailles, comme si c'était encore lui. Là, on débat, laissez-moi juste une idée. On débat de quelque chose qui est Ghosn et comment éventuellement il rétablit son honneur s'il n'a rien fait, mais l'ensemble des accusations est trop important vis-à-vis de ce qu'il a fait. Mais ce qui m'importe encore plus, vu mon côté... du côté arabe et ma sensibilité pour le Liban, l'affaire Ghosn pour le Liban aujourd'hui tombe vraiment très très mal. Rappelez-vous, il y a un mois, il y avait une révolte au Liban. On voulait mettre en prison ou dire aux responsables politiques qui sont pour la plus grande partie pourris qu'il faut, il faut changer, etc. Et arrive une affaire qui ressemble à celle des politiques libanais, c'est-à-dire des hommes trop puissants pour pouvoir échapper à la justice. Oui, mais du coup... Donc ça, aujourd'hui... Attendez, il y a... Mais quel est l'accueil qui est fait à Carlos Ghosn de la part des Libanais qui manifestent, justement ambivalent, parce que d'un côté, il y a certains Libanais qui sont très fiers d'avoir un patron, etc., et qui imaginent qu'en défendant Carlos, ils vont le rétablir à Nissan ou à Renault, ce qui n'est plus le cas. Et les autres, qui sont les révoltés, qui sont dans les places publiques, qui disent mais il est comme nos chefs politiques, il est accusé des mêmes choses. Vous êtes d'accord sur le fait que ce rapprochement fait partie d'une sorte de simplification populiste, car en réalité, on ne voit pas en quoi l'éventuelle corruption d'un personnel politique aurait un rapport avec Carlos Ghosn. Il habite dans une maison qui appartient à Nissan aujourd'hui à Beyrouth, qui ne peut pas le virer. Écoutez ça, si vous êtes scandalisé par un problème de bail d'habitation, je pense qu'on peut parler d'autre chose. En réalité, le vrai problème, et j'entendais, c'était la dernière question. Organiser son mariage à Versailles en contrepartie d'une convention de mécénat, c'est quand même ce qui a été reproché à Carlos Ghosn aujourd'hui, ça fait partie de l'enquête. Arrêtons ces formules. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre l'individu et l'entreprise ? En réalité, il organise une fête privée à Versailles, c'est vrai. Il paye la totalité du coût de cette fête privée, qui était d'ailleurs fort chère. Et j'ai les documents sur lesquels est marqué... Non, c'est faux. Ce n'est pas Renault, c'est lui. Mais laissez-moi terminer, vous aurez vous voyez, on parle par des sentiments, par des impressions, par des « je crois savoir que ». C'est faux. C'est bien pour ça que vous répondez. En réalité, il paye la totalité du coût de cette soirée, mais sur le détail des sommes, mise à disposition des locaux, il y a le nom des salons que je n'ai plus en mémoire, offert.
Autrement dit, ces salons lui sont offerts. Et le reste est complètement payé. Le reste, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros payés par Carlos Ghosn. D'ailleurs, personne ne le discute. Alors, pourquoi ces salons lui sont-ils offerts ? Il a expliqué que Madame Pégard lui aurait dit si vous voulez organiser une soirée personnelle, on sera ravis, etc. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que cette mise à disposition de locaux ne lui a jamais été facturée, n'a jamais été facturée non plus à Renault, sauf que Renault disposait d'une sorte de droit de tirage de 10 soirées par an, et que, tranquillement, à Versailles, on a inscrit cette soirée privée en déduction des droits de tirage de Renault. Personne n'a payé un centime. Ce qui est, d'après vous, donc une erreur. Il n'aurait pas fallu l'inscrire comme tel. Je vais vous lire mon sentiment. Parce que là, il y a la confusion. Je vais vous lire mon sentiment. Maintenant, c'est un sentiment. Je n'ai pas de preuves là-dessus. Je pense qu'on lui a effectivement offert, curieux que ce soit inscrit, qu'on lui a effectivement offert cette disposition et qu'après, on s'est aperçu que peut-être Versailles étant un bien public, même pour une soirée, on ne pouvait pas l'offrir. Alors, il y avait un moyen de régulariser les choses. Renault ignorait que le droit de tirage avait été diminué d'une soirée. Ghosn l'ignorait aussi. Et le problème était réglé. Aujourd'hui, les choses refont surface. Qu'on lui envoie une facture. Un malentendu. C'est comme ça que je l'avais appelé dès l'origine. Il y a un autre aspect qui me chagrine. Attendez, chacun va parler. Vous voulez ajouter un mot par rapport à vous, mais il faut rappeler aussi, s'agissant du Liban, que depuis l'arrestation de Carlos Ghosn, il y a des rumeurs un peu récurrentes, fondées ou infondées, qui prêtent à M. Ghosn des ambitions politiques au Liban, ministérielles, voire présidentielles. Il y en a d'ailleurs eu aussi, bizarrement, mais de façon un peu moins pressante, sur le Brésil. Donc c'est un sujet qui sans doute contribue à un peu la confusion ou à l'ambivalence des sentiments. Ça pollue le retour de Carlos Ghosn. J'ai des esquisses de réponse sur ce sujet. Non, mais je ne dis pas que c'est vrai. Les ambitions présidentielles de Carlos Ghosn, on en parle depuis plusieurs années au Liban, parce que c'est un personnage qui est connu, qui a une vraie notoriété, une forte notoriété au Liban. Il a toujours dit que ça ne l'intéressait pas. Alors, voilà. Il l'a dit à nouveau hier. Si vous permettez, je voulais revenir sur un autre aspect dont on n'a pas parlé. C'est rare qu'un personnage issu d'un pays arabe, etc., arrive, comme le Liban, arrive à la tête de deux entreprises industrielles, je dirais Nissan et Renault, et avoir un succès comme ça. Ce qui me chagrine, c'est qu'il répète la même chose que pas mal, ou la plupart des chefs d'entreprise issus du monde arabe ou des présidents arabes, c'est-à-dire après moi le déluge. Je dirais volontairement, moi je connais un peu Nissan et beaucoup Renault, il a laissé personne. Il n'a pas créé il n'a pas créé de structure qui permet légitimement, personne admettons que vous ne peut vivre jusqu'à l'éternité. Quand il blâme le management actuel de Renault pour le fait que l'entreprise a perdu en gros un tiers de sa capitalisation boursière, de sa valeur, vous dites que c'est sa responsabilité à lui ? Franchement, je dirais un argument du genre Nissan et le procureur complotent contre moi, mais je ne comprends pas, parce que Nissan, c'est l'abus de biens sociaux, je dirais supposé, donc supposé d'innocence, il est contre Nissan. C'est normal que Nissan collabore avec le procureur sur un dossier d'abus de biens sociaux, puisque c'est elle la victime. Je ne comprends pas l'argument. Vous simplifiez les choses. Vous simplifiez les choses d'une manière. Je suis un homme simple dans un monde compliqué. Je crois devant les avocats. Je vous crois une certaine tendance à vouloir noircir un peu la situation. Je ne sais pas pourquoi et ça ne me regarde pas. Non mais attendez. En réalité, les faits aujourd'hui sont clairs. Renault a des difficultés pour trouver un nouveau management, etc. Pour reprendre d'une manière sereine l'alliance avec Nissan. Nissan, Saikawa, etc. a dû démissionner parce qu'il est aussi fautif d'avoir suivi l'autorité. Sur les mêmes sujets, en gros sur les mêmes sujets d'ailleurs. Sur des primes, etc. Et les deux entreprises aujourd'hui sont en difficulté parce que le patron, ou je ne sais pas quoi. Oui, mais c'est pas une affaire pénale. Complot de Nissan. C'est pas une affaire. On va pas en prison pour ça. Alors que lui, dans sa tête, il dit à propos de Nissan et à propos de Renault, on va faire, mais c'est fini. C'est vrai, le procès du management, c'est une autre question. On confond tout. Admettons qu'il y ait des reproches, moi j'en sais rien, c'est pas ma spécialité. Mais là on évoquait l'état de Renault. Admettons qu'il y ait des reproches d'ordre managérial que vous voulez adresser, peut-être d'autres aussi, à Carlos Ghosn.
Moi, je veux bien, faites-le. C'est déjà fait. Oui, mais là, je vous fais confiance. Mais expliquez-moi le rapport qu'il y a entre ce déficit d'organisation de sa succession, si j'ai bien compris votre propos, et l'affaire pénale. Il n'y en a aucun. Ce sont deux sujets complètement différents. Par rapport à quelque chose qui tient à cœur en France, qui est l'entreprise Renault et son succès et toute l'histoire de l'après-guerre, etc. Et tous les gens qui ont payé le prix, comme Patrick Pellata, par exemple, avec l'affaire d'il y a 5 ans. C'est le directeur général. C'est lui qui a sauté et pas Carlos, je dirais, alors que toute l'histoire est bidon. On va revenir là-dessus. Ça fait mal au cœur par rapport à une entreprise française d'envergure. Mais je vous entends, mais c'est un autre sujet. Nous parlons d'une situation de reproches fondés sur des délits pénaux. On a expliqué, on n'y revient pas, que les rémunérations non déclarées et non reçues n'étaient pas un délit en France. Et on parle, attendez, je termine. Et on parle aussi d'un abus de biens sociaux qui me paraît fleurir dans l'imagination. Et vous dites, c'est tout à fait normal que Nissan... Enfin, vous ne vous posez pas la question de savoir si Nissan, dans la politique qui était celle de Carlos Ghosn et qui a été reprise sans succès par son successeur quelques mois plus tard, et qui consistait à rapprocher dans une même structure holding les diverses sociétés, c'est précisément ce qui a motivé le fait qu'on voulait se débarrasser de Carlos Ghosn. Alors justement, on a la chance d'avoir aussi un chef d'entreprise parmi nous. Il y a de la contradiction chez vous. Pierre-Henri Leroy, lorsque Carlos Ghosn explique qu'il a été victime effectivement de ces projets de rapprochement au sein du groupe, d'ailleurs qu'hier, il cite un certain nombre de responsables comme étant directement à l'origine de sa chute, notamment Hiroto Saikawa, ainsi que son ancien chef de cabinet Ari Nada, homme de confiance pendant longtemps, qui est en charge notamment de l'audit interne, et puis Toshiki Onuma. Est-ce que là, d'abord... Et dans la même conférence de presse, est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous trouvez normal ou déloyal qu'il le fasse maintenant qu'il est à l'étranger? C'est un homme qui a toujours prêché tout et son contraire. Il est très talentueux. Moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est un formidable bonimenteur. Mais simplement, je vous fais observer, je l'ai fait observer hier à Maître Le Borgne. J'ai dit, c'est tout de même intéressant. Ça fait 1 an qu'il explique qu'il a été mal parce que il voulait la fusion. Et hier, il nous a dit, mais la fusion, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc c'est tout de même extraordinaire. Regardez la conférence. Regardez la conférence. C'est pas exact. Regardez la conférence. Il a inversé sa position de façon étonnante. Attendez, non. Parce qu'en réalité, là, vous jouez d'une manière polémique sur les mots. Il a dit « je ne faisais pas de fusion ». C'est vrai. Il n'entendait pas faire une fusion. Il entendait réunir les sociétés sur le plan formel à l'intérieur d'une holding dont les seules actions auraient couvert l'ensemble des 3 sociétés. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant pour montrer le caractère, si j'ose dire, irréaliste d'une fusion intégrant toutes les entreprises, c'est-à-dire Renault, Nissan et Mitsubishi au sein d'une seule entreprise, que dans la conférence de presse, il a indiqué une chose intéressante, c'est qu'il était en discussion avec les Italiens, FCA, c'est très drôle, pour, je dirais, rapprocher l'alliance de FCA. Et il en a fait reproche à son successeur. Non, mais il en a surtout fait reproche à son successeur d'avoir quelque chose, d'avoir quelque part empêché cette opération. Et donc, il était clair, d'un point de vue industriel, qu'on ne pouvait pas imaginer faire une intégration complète et que tout ceci ne pouvait passer que par une holding qui aurait eu des filiales selon les marques. C'était le projet. Je crois qu'il faut rappeler sur ce sujet quelque chose de profondément malsain et totalement confus. C'est l'abandon, il y a 2 ans, des droits de vote de Renault chez Nissan. C'est une chose hallucinante. Comment est-ce qu'on a pu, comme Carlos Ghosn a défendu cette opération qui est absolument scandaleuse, qui est un acte anormal de gestion que j'ai toujours dénoncé et qui n'a aucun sens. Il critique, lui, la montée de l'État au capital. Il critique, lui, la montée de l'État au capital. C'était un débat la montée de l'État au capital de Renault. Du temps, Emmanuel Macron officiait à Bercy, la fameuse loi Florange qui prévoyait d'augmenter les droits de vote de l'État français, qui aurait alimenté la suspicion des Japonais et ce faisant précipiter sa chute. Est-ce que là aussi, ça vous semble crédible ? C'est une chose certaine. Que la suspicion des Japonais. Est-ce que vous y voyez une accusation voilée envers Emmanuel Macron? Ils étaient en gros bisbille. Ils étaient en désaccord. Il a refusé. Absolument. Non, ce que j'ai appris là, dans la presse, qu'à un moment donné, il était convoqué par M. Hollande, quand il était président, et M. Hollande a eu un imprévu d'urgence,
et il a envoyé M. Macron le recevoir. Il a refusé de discuter avec M. Macron. Donc les relations entre les deux hommes ne sont pas bonnes. C'était de notoriété publique. Oui. Un mot quand même, parce que le Japon, évidemment, a réagi en condamnant très nettement cette conférence de presse de Carlos Ghosn. On s'y attendait. On l'a entendu quand même à nouveau. La Carlos Ghosn n'y va pas de main morte sur le système japonais, qu'il compare même à la Corée du Nord. Système unique, mais que fait donc l'ONU? Que fait le Conseil aux droits de l'homme de l'ONU? D'abord, il faut considérer que le Japon a son propre système juridique. Les observateurs occidentaux insisteront sur le fait que ce système est inique, contraire aux Nations Unies, aux droits de l'homme universels, plus vous allez braquer le gouvernement japonais. Mais on a affaire à un état de droit, une démocratie? On a affaire à un état de droit. Il y a un parti qui est dominant, il y a des partis d'opposition. Il y a eu autrefois au Japon des villes comme Tokyo qui ont été dirigées par des hommes de gauche. Il y a une presse libre qui, un jour, attaque le gouvernement. Et M. Abe sait très bien que la presse lui reproche un certain nombre de casseroles, là aussi plus ou moins justes ou véridiques. C'est un pays de droit. Il se trouve que la justice japonaise est, si j'ose dire, vous avez découvert un point quasiment culturel qu'on trouve au Japon, en Corée et, je dirais de manière très désagréable, en Chine, c'est la confession. C'est-à-dire que dès lors que vous avez commis une faute, que vous êtes considéré comme avoir potentiellement commis une faute, que ce soit dans votre milieu familial, dans votre société, au sein de la nation, la première chose à faire, c'est de s'en excuser. Parce que vous avez troublé l'ordre social. Et ce point-là est un point, je dirais, qui clive la compréhension entre les Japonais et les Occidentaux. Si Carlos Ghosn avait reconnu les faits qui lui sont reprochés, c'était excusé, est-ce que son avenir judiciaire... Personnellement, je ne l'aurais pas conseillé. Je trouve qu'il a bien fait de ne pas jouer le jeu. Est-ce qu'il y a eu un acharnement contre lui alors, parce qu'il était Carlos Ghosn? Et pour je pense que je dirais qu'il n'avait pas beaucoup d'alternatives, parce que dans une voie comme dans l'autre, il aurait eu cet acharnement. Mais sur le système judiciaire japonais, personne ne dit que le Japon n'est pas une démocratie. Relevons simplement que la vieille démocratie à l'européenne, qui a des siècles et qui est marquée dans nos mœurs et dans nos esprits, n'est pas aussi ancienne ni aussi historique au Japon. Mais c'est une démocratie. Mais vous avez dans des démocraties un certain nombre d'archaïsmes. Et la justice japonaise... C'est quand même un énorme archaïsme. C'est la justice... Mais chez nous, même chez nous, la religion de l'aveu, qui aujourd'hui est quand même largement en disparition, on essaie d'apporter la preuve d'une infraction et non pas d'arracher l'aveu à quelqu'un. Mais la religion de l'aveu qu'on doit arracher par une sorte de pression, c'est le système japonais. Le système du plaidé coupable aux États-Unis, par certains aspects aussi, cherche à faire admettre aux personnes inquiétées pour obtenir une peine plus clémente. C'est franchement différent. Vous n'êtes pas surpris, vous, qu'il y ait 99,4% des personnes poursuivies qui soient condamnées? C'est Carlos Ghosn qui le dit, est-ce qu'il y a des statistiques officielles en la matière? L'ONU vous le confirmera. Au-delà de l'aspect juridique au Japon, il y a une réalité industrielle, une réalité sociale au Japon. Il y a des grandes entreprises, même l'occupation américaine n'a pas réussi à les démanteler. C'est les fameux... Zaibatsu, voilà. Ou Keiretsu, pour utiliser le vocabulaire post-Deuxième Guerre mondiale. Existait avant la guerre. Nissan lui a offert une occasion, ou le Japon lui a donné une occasion qui ne s'est jamais faite. C'est-à-dire, on lui a permis de virer des gens. Pour faire des économies de 20 milliards au Japon, ça ne se fait pas. Il était transgressif dès l'origine, si j'ose dire. Voilà, et c'est ça qui a fait son halo. À la limite, je suspecte certains Japonais de l'avoir poussé, parce qu'ils ne pouvaient pas faire ça eux-mêmes. Mais au bout d'un moment, il a oublié ce que c'était Nissan. Nissan, c'est la marine impériale japonaise. C'est les gens de Pearl Harbor. Je dirais, on ne peut pas jouer n'importe quoi. Quand on traite avec un pays, quel que soit le pays, même la France, et quand on veut venir acheter ou se marier avec une grande entreprise, croyez-moi, ça ne se fait pas juste à travers le juridique, etc. Il y a des intérêts industriels réels dans la chose, etc. Là, il en a trop fait. Et il est tombé, je dirais, au-delà de... Vous voyez, vous aussi, la main de l'État japonais ou d'une partie des milieux d'affaires contre lui? Il y a des mains partout, je dirais. Est-ce qu'une société qui fait fuir une personne du Japon, etc., n'est pas liée, d'une certaine manière, à certains services secrets? Vous pouvez me raconter les salades? Je pense que si le rapprochement Nissan-Renault
c'était fait dans l'autre sens. Si Nissan avait ambitionné de créer une holding chapeautant Renault et Nissan, vous auriez eu un certain nombre de cadres de Renault qui se seraient précipités du côté de Bercy pour expliquer que c'est une erreur absolue, et vous auriez eu, ils auraient eu une oreille bienveillante et probablement des relais politiques. Je pense que la même chose est intervenue dans le cas du projet de Carlos Ghosn, sans qu'on sache très bien quelle est la nature même du projet. En France, si Nissan avait absorbé Renault, il y aurait eu. Il y avait un projet, certainement. C'est un peu ce que vous laissez entendre quand même. Si vous établissez un parallèle avec le Japon et que vous voyez la main politique derrière les ennuis judiciaires de Carlos Ghosn, c'est donc que côté français, on aurait fait la même chose. Permettez un mot qui pourrait être le fait que la défense s'exprime en dernier selon notre tradition. Je souscris à ce que disent ces messieurs sur le fait que un pays, une grande industrie, un fleuron industriel soit marqué par une tradition historique. Je souscris à l'idée de M. Collin qui dit que si les choses avaient été faites à l'envers et que ce ne fut pas la France qui domina au Japon, mais le Japon qui domina en France, il y aurait eu de fortes protestations, peut-être les mêmes, peut-être sous une autre forme, c'est une idée. Mais ce que je retiens de tout cela, c'est que nous avons beaucoup parlé de la gestion, nous avons beaucoup parlé de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Vous nous avez décrit Carlos Ghosn comme, au fond, l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui ne respecte pas les traditions ni l'histoire d'un pays. Vous avez peut-être raison, mais c'est possible. C'est un éléphant parmi d'autres éléphants. D'accord. Mais le problème est que ce n'est pas une affaire pénale, et que cette affaire pénale, dans l'apparence qu'elle a une cause que ces messieurs vous ont exposé. Merci Maître Leborne, l'avocat de Carlos Ghosn. Vous l'avez compris, également avec nous Jean-Yves Collin, Pierre-Henri Leroy et Samir Aïta. Voilà, c'est la fin de ce débat consacré à cette interview exclusive que Carlos Ghosn a accordée à France 24. Exclusive en tout cas pour France 24, puisque vous l'avez compris, l'ancien président de Renault-Nissan s'était exprimé hier lors d'une conférence de presse, ainsi que dans d'autres médias français et internationaux. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.